Petite discussion avec une momie. Edgar Allan Poe. Première partie. Le symposium de la soirée précédente avait un peu fatigué mes nerfs. J'avais une déplorable migraine et je tombais de sommeil. Au lieu de passer la soirée dehors, comme j'en avais le dessein, il me vint donc à l'esprit que je n'avais rien de plus sage à faire que de souper d'une bouchée et de me mettre immédiatement au lit. Un léger souper, naturellement. J'adore les rôties au fromage. En manger plus d'une livre à la fois, cela peut n'être pas toujours raisonnable. Toutefois, il ne peut pas y avoir d'objection matérielle au chiffre 2. Et en réalité, entre 2 et 3, il n'y a que la différence d'une simple unité. Je m'aventurais peut-être jusqu'à 4. Ma femme tient pour 5, mais évidemment, elle a confondu deux choses bien distinctes. Le nombre abstrait 5, je suis disposée à l'admettre. Mais au point de vue concret, il se rapporte aux bouteilles de brown stout, sans l'assaisonnement duquel la rôtie au fromage est une chose à éviter. Ayant ainsi achevé un frugal repas et mis mon bonnet de nuit avec la sereine espérance d'en jouir jusqu'au lendemain midi au moins, je plaçai ma tête sur l'oreiller et grâce à une excellente conscience, je tombai immédiatement dans un profond sommeil. Mais quand les espérances de l'homme furent-elles remplies ? Je n'avais peut-être pas achevé mon 3e ronflement quand une furieuse sonnerie retentit à la porte de la rue, et puis d'impatients coups de marteau qui me réveillèrent en sursaut. 1 minute après, et comme je me frottais encore les yeux, ma femme me fourra sous le nez un billet de mon vieil ami le docteur Ponnonner. Il me disait « Venez me trouver et laissez tout, mon cher ami, aussitôt que vous aurez reçu ceci. Venez partager notre joie. À la fin, grâce à une opiniâtre diplomatie, j'ai arraché l'assentiment des directeurs du City Museum pour l'examen de ma momie. Vous savez de laquelle je veux parler. J'ai la permission de la démailloter et même de l'ouvrir si je le juge à propos. Quelques amis seulement seront présents, vous en êtes, cela va sans dire. La momie est présentement chez moi et nous commencerons à la dérouler à 11h de la nuit. Tout à vous, Ponnonner. » Avant d'arriver à la signature, je m'aperçus que j'étais aussi éveillée qu'un homme peut désirer de l'être. Je sautai de mon lit dans un état de délire, bousculant tout ce qui me tombait sous la main, je m'habillai avec une prestesse vraiment miraculeuse et je me dirigeai de toute ma vitesse vers la maison du docteur. Là, je trouvais réunie une société très animée. On m'avait attendu avec beaucoup d'impatience. La momie était étendue sur la table à manger, et au moment où j'entrais, l'examen était commencé. Cette momie était une des 2 qui furent rapportées, il y a quelques années, par le capitaine Arthur Sabretache, un cousin de Ponnonner. Il les avait prises dans une tombe près d'Elétias, dans les montagnes de la Libye, à une distance considérable au-dessus de Thèbes sur le Nil. Sur ce point, les caveaux, quoique moins magnifiques que les sépulcres de Thèbes, sont d'un plus haut intérêt, en ce qu'ils offrent de plus nombreuses illustrations de la vie privée des Égyptiens. La salle d'où avait été tiré notre échantillon passait pour très riche en documents de cette nature. Les murs étaient complètement recouverts de peintures à fresques et de bas-reliefs. Des statues, des vases et une mosaïque d'un dessin très riche témoignaient de la puissante fortune des défunts. Cette rareté avait été déposée au muséum exactement dans le même état où le capitaine Sabretache l'avait trouvée, c'est-à-dire qu'on avait laissé la bière intacte. Pendant 8 ans, elle était restée ainsi exposée à la curiosité publique, quant à l'extérieur seulement. Nous avions donc la momie complète à notre disposition, et ceux qui savent combien il est rare de voir des antiquités arriver dans nos contrées sans être saccagées, jugeront que nous avions de fortes raisons de nous féliciter de notre bonne fortune. En approchant de la table, je vis une grande boîte, ou caisse, longue d'environ 7 pieds, large de 3 pieds peut-être, et d'une profondeur de 2 pieds et demi. Elle était oblongue, mais pas en forme de bière. Nous supposâmes d'abord que la matière était du bois de sycomore, mais en l'entamant nous reconnûmes que c'était du carton, ou plus proprement une pâte dure faite de papyrus. Elle était grossièrement décorée de peintures, représentant des scènes funèbres et divers sujets lugubres, parmi lesquels serpentait un semis de caractères hiéroglyphiques, disposés en tous sens,
qui signifiait évidemment le nom du défunt. Par bonheur, M. Gliddon était de la partie, et il nous traduisit sans peine les signes, qui étaient simplement phonétiques, et composaient le mot « alamistakeo ». Nous eûmes quelque peine à ouvrir cette boîte sans l'endommager. Mais quand enfin nous y eûmes réussi, nous en trouvâmes une seconde, celle-ci en forme de bière, et d'une dimension beaucoup moins considérable que la caisse extérieure, mais lui ressemblant exactement sous tout autre rapport. L'intervalle entre les deux était comblé de résine, qui avait jusqu'à un certain point détérioré les couleurs de la boîte intérieure. Après avoir ouvert celle-ci, ce que nous fîmes très aisément, nous arrivâmes à une troisième, également en forme de bière, et ne différant en rien de la seconde, si ce n'est par la matière, qui était du cèdre, et exhalait l'odeur fortement aromatique qui caractérise ce bois. Entre la seconde et la troisième caisse, il n'y avait pas d'intervalle, celle-ci s'adaptant exactement à celle-là. En défaisant la troisième caisse, nous découvrîmes enfin le corps, et nous l'enlevâmes. Nous nous attendions à le trouver enveloppé, comme d'habitude, de nombreux rubans ou bandelettes de lin. Mais au lieu de cela, nous trouvâmes une espèce de gaine, faite de papyrus, et revêtue d'une couche de plâtre grossièrement peinte et dorée. Les peintures représentaient des sujets ayant trait aux divers devoirs supposés de l'âme et à sa présentation à différentes divinités, puis de nombreuses figures humaines identiques, sans doute des portraits des personnes embaumées. De la tête aux pieds s'étendait une inscription columnaire ou verticale, en hiéroglyphes phonétiques, donnant de nouveau le nom et les titres du défunt et les noms et les titres de ses parents. Autour du cou, que nous débarrassâmes du fourreau, était un collier de grains de verre cylindrique, de couleurs différentes, et disposé de manière à figurer des images de divinités, l'image du scarabée et d'autres avec le globe ailé. La taille, dans sa partie la plus mince, était cerclée d'un collier ou ceinture semblable. Ayant enlevé le papyrus, nous trouvâmes les chairs parfaitement conservées et sans aucune odeur sensible. La couleur était rougeâtre, la peau ferme, lisse et brillante. Les dents et les cheveux paraissaient en bon état. Les yeux, à ce qu'il semblait, avaient été enlevés et on leur avait substitué des yeux de verre, fort beaux et simulant merveilleusement la vie, sauf leur fixité un peu trop prononcée. Les doigts et les ongles étaient brillamment dorés. De la couleur rougeâtre de l'épiderme, M. Gliddon inféra que l'embaumement avait été pratiqué uniquement par l'asphalte. Mais ayant gratté la surface avec un instrument d'acier et jeté dans le feu les grains de poudre ainsi obtenus, nous sentîmes se dégager un parfum de camphre et d'autres gommes aromatiques. Nous visitâmes soigneusement le corps pour trouver les incisions habituelles, par où on extrait les entrailles. Mais à notre grande surprise, nous n'en pûmes découvrir la trace. Aucune personne de la société ne savait alors qu'il n'est pas rare de trouver des momies entières et non incisées. Ordinairement, la cervelle se vidait par le nez, les intestins par une incision dans le flanc, le corps était alors rasé, lavé et salé, on le laissait ainsi reposer quelques semaines, puis commençait à proprement parler l'opération de l'embaumement. Comme on ne pouvait trouver aucune trace d'ouverture, le docteur Ponnonner préparait ses instruments de dissection, quand je fis remarquer qu'il était déjà 2 heures passées. Là-dessus, on s'accorda à renvoyer l'examen interne à la nuit suivante, et nous étions au moment de nous séparer quand quelqu'un lança l'idée d'une ou 2 expériences avec la pile de Volta. L'application de l'électricité à une momie vieille au moins de 3 ou 4 000 ans était une idée, sinon très sensée, du moins suffisamment originale, et nous la saisîmes au vol. Pour ce beau projet, dans lequel il entrait 1/10 de sérieux et 9 bons dixièmes de plaisanterie, nous disposâmes une batterie dans le cabinet du docteur et nous y transportâmes l'Égyptien. Ce ne fut pas sans beaucoup de peine que nous réussîmes à mettre à nu une partie du muscle temporal, qui semblait être d'une rigidité moins marmoréenne que le reste du corps, mais qui naturellement, comme nous nous y attendions bien, ne donna aucun indice de susceptibilité galvanique quand on le mit en contact avec le fil. Ce premier essai nous parut décisif, et tout en riant de bon cœur de notre propre absurdité, nous nous souhaitions réciproquement une bonne nuit quand mes yeux, tombant par hasard sur ceux de la momie, y restèrent immédiatement cloués d'étonnement. De fait,
Le premier coup d'œil m'avait suffi pour m'assurer que les globes, que nous avions tous supposés être de verre et qui primitivement se distinguaient par une certaine fixité singulière, étaient maintenant si bien recouverts par les paupières qu'une petite portion de la tunica albuginea restait seule visible. Je poussai un cri et j'attirai l'attention sur ce fait qui devint immédiatement évident pour tout le monde. Je ne dirais pas que j'étais alarmée par le phénomène, parce que le mot « alarmé » dans mon cas ne serait pas précisément le mot propre. Il aurait pu se faire toutefois que, sans ma provision de brown stout, je me sentisse légèrement émue. Quant aux autres personnes de la société, elles ne firent vraiment aucun effort pour cacher leur naïve terreur. Le docteur Ponnonner était un homme à faire pitié. Monsieur Gliddon, par je ne sais quel procédé particulier, s'était rendu invisible. Je présume que monsieur Silk Buckingham n'aura pas l'audace de nier qu'il ne se soit fourré à 4 pattes sous la table. Après le premier choc de l'étonnement, nous résolûmes, cela va sans dire, de tenter tout de suite une nouvelle expérience. Nos opérations furent alors dirigées contre le gros orteil du pied droit. Nous fîmes une incision au-dessus de la région de l'os sesamoideum pollicis et nous arrivâmes ainsi à la naissance du muscle abductor. Rajustant la batterie, nous appliquâmes de nouveau le fluide au nerf mis à nu, quand, avec un mouvement plus vif que la vie elle-même, la momie retira son genou droit comme pour le rapprocher le plus possible de l'abdomen, puis redressant le membre avec une force inconcevable, allongea au docteur Ponnonner une ruade qui eut pour effet de décocher ce gentleman comme le projectile d'une catapulte et de l'envoyer dans la rue à travers une fenêtre. Nous nous précipitâmes en masse pour rapporter les débris mutilés de l'infortuné. Mais nous eûmes le bonheur de le rencontrer sur l'escalier, remontant avec une inconcevable diligence, bouillant de la plus grande ardeur philosophique et plus que jamais frappé de la nécessité de poursuivre nos expériences avec rigueur et avec zèle. Ce fut donc d'après son conseil que nous fîmes sur le champ une incision profonde dans le bout du nez du sujet, et le docteur, y jetant des mains impétueuses, le fourra violemment en contact avec le fil métallique. Moralement et physiquement, métaphoriquement et littéralement, l'effet fut électrique. D'abord, le cadavre ouvrit les yeux et les cligna très rapidement pendant quelques minutes, comme M. Barnes dans la pantomime, puis il éternua. En 3e lieu, il se dressa sur son séant. En 4e lieu, il mit son poing sous le nez du docteur Ponnonner. Enfin, se tournant vers messieurs Gliddon et Buckingham, il leur adressa dans l'égyptien le plus pur le discours suivant. « Je dois vous dire, gentlemen, que je suis aussi surpris que mortifié de votre conduite. Du docteur Ponnonner, je n'avais rien de mieux à attendre. C'est un pauvre petit gros sot qui ne sait rien de rien. J'ai pitié de lui et je lui pardonne. Mais vous, monsieur Gliddon, et vous, Silk, qui avez voyagé et résidé en Égypte, à ce point qu'on pourrait croire que vous êtes né sur nos terres, vous, dis-je, qui avez tant vécu parmi nous que vous parlez l'égyptien aussi bien je crois que vous écrivez votre langue maternelle, vous que je m'étais accoutumé à regarder comme le plus ferme ami des momies, j'attendais de vous une conduite plus courtoise. Que dois-je penser de votre impassible neutralité quand je suis traité aussi brutalement? Que dois-je supposer quand vous permettez à Pierre et à Paul de me dépouiller de mes bières et de mes vêtements sous cet affreux climat de glace? À quel point de vue, pour en finir, dois-je considérer votre fait d'aider et d'encourager ce misérable petit drôle, ce docteur Ponnonner, à me tirer par le nez? On croira généralement sans aucun doute qu'en entendant un pareil discours, dans de telles circonstances, nous avons tous filé vers la porte, ou que nous sommes tombés dans de violentes attaques de nerfs, ou dans un évanouissement unanime. L'une de ces 3 choses, dis-je, était probable. En vérité, chacune de ces 3 lignes de conduite, et toutes les 3 étaient des plus légitimes. Et sur ma parole, je ne puis comprendre comment il se fit que nous n'en suivîmes aucune. Mais peut-être la vraie raison doit-elle être cherchée dans l'esprit de ce siècle, qui procède entièrement par la loi des contraires, considérée aujourd'hui comme solution de toutes les antinomies et fusion de toutes les contradictions. Ou peut-être après tout était-ce seulement l'air excessivement naturel et familier de la momie qui enlevait à ses paroles toute puissance terrifique. Quoi qu'il en soit, les faits sont positifs, et pas un membre de la société ne trahit d'effroi bien caractérisé et ne parut croire qu'il se fût passé quelque chose de particulièrement irrégulier.
Pour ma part, j'étais convaincue que tout cela était fort naturel, et je me rangeais simplement de côté, hors de la portée du poing de l'Égyptien. Le docteur Ponnonner fourra ses mains dans les poches de sa culotte, regarda la momie d'un air bourru et devint excessivement rouge. M. Gliddon caressait ses favoris et redressait le col de sa chemise. M. Buckingham baissa la tête et mit son pouce droit dans le coin gauche de sa bouche. L'Égyptien le regarda avec une physionomie sévère pendant quelques minutes et, à la longue, lui dit avec un ricanement : « Pourquoi ne parlez-vous pas, monsieur Buckingham ? Avez-vous entendu, oui ou non, ce que je vous ai demandé ? Voulez-vous bien ôter votre pouce de votre bouche ?» Là-dessus, monsieur Buckingham fit un léger soubresaut, ôta son pouce droit du coin gauche de sa bouche et, en manière de compensation, inséra son pouce gauche dans le coin droit de l'ouverture susdite. Ne pouvant pas tirer une réponse de M. Buckingham, la momie se tourna avec humeur vers M. Gliddon et lui demanda d'un ton péremptoire d'expliquer en gros ce que nous voulions tous. M. Gliddon répliqua tout au long en phonétique. Et n'était l'absence de caractères hiéroglyphiques dans les imprimeries américaines, c'eût été pour moi un grand plaisir de transcrire intégralement et en langue originelle son excellent speech. Je saisirai cette occasion pour faire remarquer que toute la conversation subséquente à laquelle prit part la momie eut lieu en égyptien primitif. Messieurs Gliddon et Buckingham servant d'interprètes pour moi et les autres personnes de la société qui n'avaient pas voyagé. Ces messieurs parlaient la langue maternelle de la momie avec une grâce et une abondance inimitables. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que les deux voyageurs, sans doute à cause de l'introduction d'images entièrement modernes et naturellement tout à fait nouvelles pour l'étranger, étaient quelquefois réduits à employer des formes sensibles pour traduire à cet esprit d'un autre âge un sens particulier. Il y eut un moment, par exemple, où M. Gliddon, ne pouvant pas faire comprendre à l'Égyptien le mot « la politique », s'avisa heureusement de dessiner sur le mur, avec un morceau de charbon, un petit monsieur au nez bourgeonné, au coude troué, grimpé sur un piédestal, la jambe gauche tendue en arrière, le bras droit projeté en avant, le poing fermé, les yeux convulsés vers le ciel et la bouche ouverte sous un angle de 90 degrés. De même, M. Buckingham n'aurait jamais réussi à lui traduire l'idée absolument moderne de wig, perruque, si, à une suggestion du docteur Ponnonner, il n'était devenu très pâle et n'avait consenti à ôter la sienne. Il était tout naturel que le discours de M. Gliddon roulât principalement sur les immenses bénéfices que la science pouvait tirer du démaillotement et du déboyautement des momies. Moyen subtil de nous justifier de tous les dérangements que nous avions pu lui causer, à elle en particulier, momie nommée Alamistakeo. Il conclut en insinuant, car ce ne fut qu'une insinuation, que, puisque toutes ces petites questions étaient maintenant éclaircies, on pouvait aussi bien procéder à l'examen projeté. Ici, le docteur Ponnonner apprêta ses instruments. Relativement aux dernières suggestions de l'orateur, il paraît qu'Alamistakeo avait certains scrupules de conscience, sur la nature desquels je n'ai pas été clairement renseigné. Mais il se montra satisfait de notre justification et, descendant de la table, donna à toute la compagnie des poignées de main à la ronde. Quand cette cérémonie fut terminée, nous nous occupâmes immédiatement de réparer les dommages que le scalpel avait fait éprouver au sujet. Nous recousîmes la blessure de sa tempe, nous bandâmes son pied et nous lui appliquâmes un pouce carré de taffetas noir sur le bout du nez. On remarqua alors que le comte, tel était à ce qu'il paraît le titre d'Alamistakeo, éprouvait quelques légers frissons, à cause du climat sans aucun doute. Le docteur alla immédiatement à sa garde-robe et revint bientôt avec un habit noir, de la meilleure coupe de Jennings, un pantalon de tartan bleu de ciel à sous-pieds, une chemise rose de Guingamp, un gilet de brocart à revers, un paletot-sac blanc, une canne à bec de corbin, un chapeau sans bord, des bottes en cuir breveté, des gants de chevreau couleur paille, un lorgnon, une paire de favoris et une cravate cascade. La différence de taille entre le comte et le docteur, la proportion étant comme 2 à 1, fut cause que nous eûmes quelque peu de mal à ajuster ces habillements à la personne de l'Égyptien. Mais quand tout fut arrangé, au moins pouvait-il dire qu'il était bien mis. M. Gliddon lui donna donc le bras et le conduisit vers un bon fauteuil en face du feu. Pendant ce temps-là, le docteur sonnait et demandait le vin et les cigares. Fin de la première partie.